Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au 14e épisode du balado autour du traducteur. Et je vous ai invité à venir nous entendre, Louis et moi, discuter d'interprétation. Je dis Louis et moi parce qu'en fait, on s'est retrouvés à l'Université Laval dans les mêmes années. On a côtoyé les mêmes personnes. Je me rappelle un jour que j'étais dans le bureau de Solange Boubé et puis on s'est croisés là. On a connu plusieurs collègues et puis on a évolué dans le même environnement universitaire. Et aujourd'hui, je suis bien contente de retrouver Louis. On a pris des chemins différents. Louis a passé par t'es resté dans le secteur universitaire, dans l'université, à l'université, mais tu as développé aussi un volet écrivain très, très présent. Alors, justement, tu es une personne complexe. Alors, puis en une heure, on ne peut pas tout faire. Alors, je vais t'interroger, je vais discuter avec toi d'interprétation. La raison pour laquelle je me sens à l'aise d'en parler avec toi, c'est que moi-même, j'ai fait mon doctorat sur les processus cognitifs qui interviennent dans l'interprétation simultanée. Et on a établi de façon significative la façon, les processus, comment c'était organisé. On a établi ça. En fait, il aurait fallu faire d'autres études, mais quand même, on a eu des résultats significatifs. Et de ces résultats-là, ben, moi, je n'ai pas fait de carrière en interprétation. Pour des raisons familiales, parce qu'à l'époque, bon, c'était difficile pour une femme de partir quand on a une jeune famille. Aujourd'hui, ben, c'est plus pareil. On est sur Zoom, puis on a nos clients d'un peu partout dans le monde. Alors, j'ai plutôt fait un petit détour par la dictée, qui est une proche cousine, une cousine de l'interprétation, et qui était pas très aimée, mais parce qu'elle était perçue comme une technologie peut-être rétrograde des années 60-70, mais j'ai eu la chance de travailler aux traductions Tessier, où M. Tessier suivait justement la technologie et on a pu continuer à dicter tout en ayant des appareils de plus en plus performants. Et ça a été vraiment intéressant. Donc, j'ai pu utiliser les résultats que j'avais, les connaissances que j'avais acquises au doctorat et les transposer dans le mieux que je pouvais dans la dictée. Puis là, je vois que l'interprétation est un peu comme la traduction. Vous avez du mal, vous avez du mal à avoir des gens de qualité. Les programmes universitaires ne fournissent plus ou sont difficiles. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, d'abord, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci Sylvie de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait longtemps, la belle époque où nous étions étudiants, échangeants Ah oui. de cours et auxiliaires d'enseignement et tout ça à l'Université Laval. Alors, c'est vrai que moi, j'ai continué dans cette foulée-là. Je suis devenu prof il y a 30 ans, cette année, à l'Université Laval, après quelques années là, de faire mes études et d'enseigner comme chargé de cours et auxiliaire. Alors, j'ai commencé à peu près en même temps, ou même pendant que j'étais encore étudiant, à faire de l'interprétation. Et curieusement, même si maintenant je suis prof non seulement de traduction, mais aussi d'interprétation dans nos programmes à Laval, curieusement, je n'ai pas eu, moi, personnellement, de formation en interprétation. Je suis allé faire un postdoc à Paris, à l'ESIT, et puis là, évidemment, je me suis initié un peu quoique j'y allais pas pour l'interprétation, là, j'y allais davantage pour bien me familiariser avec les différentes approches de l'ESIT, rencontrer les gens et tout ça, mais j'en ai profité quand même pour voir les installations d'interprétation. Mais ma formation, je l'ai faite comme beaucoup de mes collègues à l'époque, un peu sur le tas, avec beaucoup de nervosité au début, puisqu'on Hmm. n'a pas la formation pour le faire. Mais par la suite, à faveur de différentes visites et d'une année sabbatique entière où je me suis consacré à visiter les différentes universités en Europe et aussi dans les Amériques où on enseignait l'interprétation, j'ai appris beaucoup de choses et c'est là que j'ai monté vraiment mon cours. À l'époque, en fait, je voulais monter un certificat de deuxième cycle. Idée qui va peut-être revenir là, à la faveur de besoins dont on va parler, parce que c'est Mhm, le mhm. point que tu soulèves. Exactement. Mais à l'époque, en tout cas, il y a 7-8 ans, ce que j'ai fait, c'est monter un cours. J'avais au Canada, j'avais
rencontré l'équipe de l'Université d'Ottawa. J'avais rencontré Georges Bastin, qui avait lui aussi monté un cours à l'Université de Montréal, un seul cours. Alors, j'avais discuté avec lui. Bon, j'ai un de mes anciens étudiants qui est Andrew Clifford, qui est à la tête de l'école d'interprétation à Glendon. Donc, je parle un peu avec Andrew. Il a fait sa maîtrise avec moi. Une réflexion qui est semblable à ton doctorat, c'est-à-dire les aspects cognitifs en cause. Exactement. J'ai eu un petit peu de contact avec lui par la Ouais. bande, là, mais finalement, ben, il était très occupé. Il était à Glendon d'ailleurs, là, puis Ben, c'est sûr, ça n'a hein, pas donné ça l'occupe, suite. ça l'occupe Mais oui, beaucoup. on avait la même préoccupation pour les Ouais. processus cognitifs. À Mhm. l'époque, il n'était pas interprète. Je me souviens, il était venu en cabine puis il m'avait donné des petits coups sur les genoux là, pour essayer de voir pendant que j'interprétais quel genre de réaction, de réflexe j'avais. Je trouvais ça un petit peu particulier, tous les aspects neurologiques et tout ça. Mais depuis, il s'est vraiment lui-même lancé en interprétation et il a créé donc l'école. Je pense que c'est lui qui est à l'origine du programme de Glendon, mais enfin, c'est lui maintenant qui est à la tête, ça c'est sûr. Alors, pour revenir à ta question, Sylvie, la situation actuelle en interprétation est effectivement assez particulière. Les besoins ont explosé avec la pandémie, puisque nous, autrefois, jusqu'à il y a 3 ans, dans 98 des cas, les contrats d'interprétation ont été en présentiel. Il n'y avait que de petites exceptions, à peu près jamais en Zoom, mais parfois on faisait des interprétations téléphoniques. Ça veut dire qu'on se Ah oui, déplaçait quand même. oui. Et pour le ministère du Tourisme, par exemple, il m'est arrivé de travailler comme ça par téléphone, ce qui était extrêmement désagréable. On avait une pieuvre devant nous. Là. Il y avait le ministre, le sous-ministre et son équipe. Et puis, il y avait la même chose dans chacune des provinces canadiennes et tout le monde parlait en même temps avec un son épouvantable, puisqu'une pieuvre téléphonique, là, on s'entend que c'est Ben oui. pas de la haute qualité sonore. Alors, c'était à peu près tout. Pour le reste, on était en cabine. Bon, alors, par exemple, je ne sais pas moi, Canadian Tire faisait une rencontre par année. Et puis, ça durait 2 jours. Ils font venir tous leurs représentants de partout au pays. Ils payent les billets d'avion, les hôtels, les repas. Ça coûte une fortune. Et puis, ils payent les interprètes, les cabines. Donc, tout ça coûtait très cher. Donc, ils faisaient ça une fois par année lors de l'Assemblée générale, par exemple. Ben là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Canadian Tire, au lieu de faire une rencontre très coûteuse par année, ils vont en faire une par mois. Ils vont faire ça par Zoom, mais puis c'est là pour Ah, rester. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils reviennent. Depuis qu'on a goûté à ça, là, tout le monde, nous les interprètes, mais aussi les personnes du milieu des affaires, se rendent compte à quel point c'est efficace parce qu'en plus, ça assure un suivi entre les personnes qui sont appelées à se rencontrer, un suivi beaucoup plus régulier, une fois par mois, par exemple, ils vont se réunir. Ça va coûter beaucoup moins cher. 12 mhm, rencontres, ça va coûter moins cher qu'une rencontre parce qu'il n'y a pas de mhm, billet d'avion, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de cabine pour ce qui est des mhm. interprètes. Il n'y a que les cachets des interprètes. Et souvent, au lieu de faire des rencontres de 2 jours, on va faire des rencontres d'1 heure ou de 2 heures. Ce qui, quant à moi, me convient grandement parce que moi, je suis prof à temps plein à l'Université Laval. Alors, l'interprétation, ça a toujours été un à côté que j'ai toujours aimé. Ça me changeait un peu. Ça sortait de l'université. J'amenais mes étudiants en cabine. Avant même de créer un cours d'interprétation, je parlais toujours d'interprétation aux étudiants. Ça les intéressait, ça les fascinait, Oui, ça demandait un oui. peu comment ça marchait. Alors, je faisais toujours circuler une feuille au début de mes cours. J'enseigne surtout à la maîtrise, donc c'était des étudiants quand même un peu plus formés pour la plupart. Puis là, je disais, ben, dites-moi si vous êtes intéressés. Il y avait toujours au moins la moitié dans un séminaire. Nous, nos séminaires, il y a toujours pas mal de monde, 20, 25 personnes. Alors, il y avait toujours une dizaine de personnes qui cochaient, oui, moi, ça m'intéresse. Alors, dans la mesure du possible, j'essayais d'inviter les étudiants en cabine. C'est un peu compliqué. Il faut d'abord que le client accepte de voir des personnes externes. Souvent, il y a des problèmes de confidentialité, Mm, de sécurité, bon, mm. différentes choses. Il faut que les collègues en cabine acceptent. Il y a des collègues qui sont un petit peu plus réticents là, de voir des personnes jouer dans leur plate-bande. Bon, il faut que l'agence qui nous engage accepte. Alors, Mhm. et puis, bon, mais somme toute, je réussissais toujours à inviter des étudiants en cabine. Il y en a qui avaient la piqûre, mais là, je ne pouvais pas faire autre chose que leur donner. J'avais monté un peu un petit programme d'auto-formation, ce qui me servira plus tard quand je vais créer mon cours, Mhm. donc il y a 7-8 ans. Parce que ce que je raconte, ça fait 20-25 ans que je faisais ça, là, inviter des étudiants en Mhm. cabine. Alors, j'avais monté un petit programme d'auto-formation. Je les invitais donc à se préparer. Puis ensuite, je leur disais, écoutez, allez à Ottawa, préparez-vous, parce que l'examen est difficile.
Et quand Glendon a été créé, ben, j'ai dit essayez Glendon. Sinon, il y a les deux options avec des profils un peu différents. Il faut comprendre que l'orientation de Ottawa, plus gouvernementale, est un peu différente de l'orientation de Glendon. Bon. Et puis, voilà. Et quand j'ai créé mon cours, ben là, ça a été un peu différent. C'était plus facile pour moi d'inviter les étudiants en cabine. Et puis, ceux qui étaient dans mon cours, visiblement, ils étaient intéressés. Encore que certains étaient là parce qu'il n'y avait pas d'autres cours. On voit ça vite, là. Hein? Et puis, honnêtement, ce n'est pas pour tout le monde, l'interprétation. Alors, je voyais très vite dans mon cours et même avant le cours, quand j'invitais des personnes en cabine, ceux qui avaient le potentiel de devenir interprètes et ceux qui trouvaient ça intéressant, là, mais dont je voyais bien qu'il n'y avait pas, sinon les capacités, ben alors vraiment la personnalité pour le faire ou vraiment la détermination. Il faut être assez Est-ce que, déterminé. justement, si je peux me permettre, c'est quoi qui te permettait, quel facteur te permettait de servir à évaluer la capacité d'un... Ben, d'abord, la qualité, parce qu'on peut être très bon traducteur sans nécessairement parler notre langue seconde de façon excellente. Là. Alors, évidemment, les interprètes au Canada, contrairement à nos collègues en Europe, nous, on travaille dans les deux directions. Donc, il faut être quand même très à l'aise à l'oral dans les deux directions. En Europe, on travaille à 2 en cabine au lieu de travailler à 3, mais à chaque rencontre, il y aura 2 cabines. Ben, à l'époque, il y avait des cabines. Et chacune des cabines va travailler dans une seule direction. Donc, ça prend 4 interprètes, ça revient encore plus cher, en fait, et 2 cabines, mais chacun travaille dans un sens. Donc, si votre oral, votre langue B à l'oral n'est pas extraordinaire, ce n'est pas grave en Europe, mais c'est grave ici. Ah, on est plus exigeant. Donc, Ben oui, parce qu'on va être appelé ici avec le système canadien où un ministre a du mal à rester dans une seule langue plus que 3-4 minutes. il faut bien comprendre qu'on va être appelé à changer de direction tout le temps. Alors, nous, on procède au Canada, c'est vraiment une espèce de règle d'or au Canada. À la demi-heure, certains préfèrent 20 minutes, mais la grande majorité des interprètes travaillent à la demi-heure. Et puis, on change de canal selon la langue qui est exigée. C'est tout. OK. Mais en anglais, si ça parle français, et l'inverse. On a 2 canaux. C'est la même chose en Zoom maintenant que ce l'était en cabine. Est-ce que ces cabines-là étaient équipées des outils comme Ternium, GDT, avec un Non, non, c'est nous qui arrivons en cabine avec nos ordinateurs. Autrefois, évidemment, on arrivait en cabine avec notre pile de dictionnaire. Ça a été une révolution il y a 10-15 ans quand on a commencé à arriver en cabine avec nos ordinateurs. Maintenant qu'on travaille en Zoom, ben, moi, j'ai trois écrans ici. Là. Il y en a un qui est pour mon Ternium, il y en a un qui est pour le Zoom et l'autre, c'est pour les documents PowerPoint des clients, c'est pour le WhatsApp de mes collègues interprètes, parce que le collègue n'est plus à côté de moi. Là. Il peut être à Toronto, à Los Angeles. Alors, on se fait un petit WhatsApp parce qu'on ne peut pas se fier au dialogue du Zoom. Il y a trop de monde, il y a trop d'interférences. On doit pouvoir se parler très rapidement. Alors, on fait ça en WhatsApp. Et on dit, OK, 2 minutes, 1 minute, c'est à toi. OK. Donc, ça prend, technologiquement parlant, c'est assez actif. Là. Il se passe beaucoup de choses. Mais évidemment, ça prend un écran pour notre Ternium aussi. Là. Mais là, je t'écoute, puis je commence à comprendre pourquoi il n'y a pas encore de programme de formation. C'est parce que la technologie est en pleine évolution, la situation, et on ne fait pas un cours à l'université. Ça, je le sais pour avoir été chargé de cours. Quand tu veux changer un cours, ça prend le comité de programme, puis comité par-dessus comité. Puis là, ça va tellement vite, ça déboule, là, le changement. Ça va très vite, mais les étudiants sont quand même assez ouverts. J'arrive dans mon cours d'interprétation avec mes outils. C'est assez complexe parce que j'utilise des appareils qu'on utilise dans les musées pour donner mon cours. Ce qui est de plus en plus utilisé. J'ai convaincu la présidente de l'Assemblée nationale la semaine dernière de commencer à utiliser ça. Au lieu de faire de la consécutive, maintenant, de plus en plus, on fait ce qu'on appelle de l'interprétation avec des appareils portables. Alors, il y avait le président de la Chambre des représentants qui était donc reçu par la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai dit, écoutez, au lieu de faire ça en consécutive, puis de passer 2 heures à bavarder, ça va prendre 1 heure. On n'aura pas besoin de 2 interprètes parce qu'à 2 heures, ça prend 2 interprètes. En 1 heure, je peux le faire seul. Moi, ça fait mon affaire parce qu'après ça, je retourne à l'université. Des contrats de 9 heures, j'ai plus le temps de faire ça. Alors, ils ont accepté, puis ils ont trouvé ça formidable. Alors, moi, je parle en simultané et non plus en consécutif dans mon petit appareil portable. J'ai du son ambiant seulement. Je n'ai plus de son
Toutes et c'est un les... petit peu problématique. Par OK. contre, si j'entends mal, je m'approche des personnes. C'est un peu bizarre au début, mais on s'habitue vite. Je me promène, je m'approche si j'entends mal et je parle très doucement dans mon petit micro. Et ceux qui ont besoin d'interprétation portent des écouteurs, ceux qui n'en ont pas besoin n'en portent pas. Et Mhm, ça marche très bien. mhm, Personne qui veut revenir en arrière avec l'ancien système. Donc, ça, c'est une des nouvelles technologies, mais c'est une technologie simple, hein. C'est des mhm. appareils de guide de musée, là. La technologie plus complexe, évidemment, c'est celle de l'interprétation en ligne. On a beaucoup de mal avec certains clients qui ont du mal. Il faut qu'ils nous assignent le statut d'interprète. On leur explique comment. Après ça, ben, il y en a qui utilisent, par exemple, vous savez, sur Zoom, maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des sous-titres, parfois même des sous-titres Oui. traduits. Bon, c'est catastrophique, règle générale. Alors, on préfère, nous, les interprètes, ne pas utiliser ça, mais il y a des gens qui pensent que c'est la même chose, les sous-titrages, puis l'interprétation, ils se confondent avec les boutons, puis tout ça. Alors, il faut toujours leur dire, enlevez les sous-titres, là, ça ne vaut pas grand-chose, écoutez-nous en interprétation, et puis utiliser les micros, puis enfin, le son n'est Mhm. pas toujours aussi bon. J'ai des collègues qui ne veulent pas faire de Zoom, mais il faut se rendre à l'évidence. On ne pourra plus là, revenir en arrière et faire de la cabine, là. Ça va rester 5 de notre travail, là. Donc, Absolument. il faut s'y habituer. Le son est parfois moins bon. Là, je vous parle comme ça, mais normalement, comme toi, Sylvie, Mhm, j'ai mhm. Un casque. un casque et un bon microphone. Là, je me repose, on dialogue, c'est sympathique, mais quand on interprète, il faut le meilleur son possible et il faut que j'entende le mieux possible aussi, surtout si le son. Ah. Il y a des gens qui ne comprennent même pas que l'importance d'une bonne connexion Internet. J'ai du mal à comprendre. Il y a des gens, ils sont dans le milieu même de la technologie, là. J'ai interprété pour Ubisoft, pour Microsoft et tout ça. Hmm. Des gens Les qui sont pires. incapables d'avoir une connexion Internet qui a du bon sens. Les C'est les interprètes pires. sont là, C'est ils les s'arrachent pires. les Oui, je cheveux. te le dis. Moi, en traduction, c'est pareil. Quand on traduit sur les plateformes des grandes compagnies informatiques, ils ont des systèmes qui ressemblent à des Trados d'il y a 25 ans, là, puis on est obligé d'aller travailler là-dessus. Oui. Puis on se dit, voyons, ils ont tous les moyens de développer. En tout cas, je ne sais pas Ouais, pourquoi, ouais. mais je Mais trouve en tout ça cas, bien cool. mais pour revenir à ta question initiale, tout ça fait que la demande explose. Il y a, Oui. là, je donnais l'exemple de Canadian Tire, bien là, on parle de 12 rencontres au lieu de une. Mhm. D'accord, elles vont durer 2 heures au lieu de 2 jours, mais ça prendra quand même deux interprètes. Si c'est 1 heure et moins, on fait ça à un interprète. Entre 1 heure et 4 heures, on fait ça à deux, puis au-delà de 4 heures, on fait ça à trois. Mais moi, je n'en fais plus, là. Ça ne m'intéresse plus de faire des journées complètes en Zoom d'interprétation. On est débordé, je dis non à 80 des contrats et je refile ça généralement à d'anciens étudiants, à différentes personnes, tant mieux. Il y a un besoin Mhm. immense. Alors, je me permets d'accepter uniquement des petits contrats qui m'intéressent dans les domaines qui m'intéressent. C'est un grand luxe, mais encore une fois, ce n'est pas mon travail principal, en fait. Ça Alors, si tu le sera quand vas je prendrai ma retraite, mais pas pour le moment. pour l'instant, ça. Donc, un programme de formation adapté aux besoins d'aujourd'hui. On est loin, avec tous ces changements-là, on est loin de pouvoir le mettre. On ne peut pas dire au mois de septembre, on va partir une. Est-ce qu'on pourrait? Mais honnêtement, l'aspect technique, à moins d'être assez peu doué en technologie, là, on peut dominer ça assez rapidement. Et le reste, Mhm, ça ne change rien, là. La formation de l'interprète que je donne à mes étudiants n'a pas vraiment changé depuis qu'on est passé en Zoom il y a 3 ans. mhm. De toute façon, OK. moi, j'étais déjà avec les petits appareils portables pour simuler une cabine en classe. Je continue donc d'enseigner avec mes appareils portables parce que ça ressemble à la cabine, mais ça ressemble aussi au Zoom, après tout. Mhm, mhm. C'est un bon Alors, compromis. on met un discours sur l'écran, tout le monde interprète, je les enregistre sur mon téléphone, je branche mon téléphone sur mon ordi, on écoute le MP3, on corrige ensemble. C'est très interactif comme formule. Et il y en a qui sont un peu intimidés, mais je dis, écoutez, si vous êtes intimidés, là, vous êtes dans le mauvais coup. Mhm, mhm. Parce que c'est déjà un travail un peu stressant, l'interprétation, la formation l'est aussi. Si c'est trop pour vous, ne perdons pas notre temps. D'ailleurs, c'est le seul cours qui est contingenté chez nous et c'est le seul cours aussi qui est maîtrise bac. Donc, OK. dernière année du bac et dernière année de maîtrise, donc des personnes qui ont une certaine formation. Et je sais qu'il y en a qui le prennent parce que c'est le seul cours en option. Là, on n'est pas beaucoup de profs. En plus, Zélie nous a fait le coup de nous abandonner récemment. Quoique c'est un faux abandon, puisqu'elle a la gentillesse de rester pas trop loin et de donner des cours encore, mais elle a quand même pris sa retraite. On est très peu, on a beaucoup de Mhm, mal. On a fait une grève, là, peut-être que ça va aller mieux après, qui sait. mhm. Et tout ça pour dire que c'est quand même problématique. Donc,
C'est le seul cours qui est contingenté à 35 personnes parce que c'est un cours très pratique. Je ne peux pas donner ça à 75 personnes. Là. Exactement. Et s'il y en a qui n'ont pas à faire là, parce qu'ils pensaient que c'était intéressant, il n'y a pas assez de cours, puis c'est un cours à option, là, ben, ils vont vite voir que ça ne marchera pas. Là. Effectivement. Parce qu'il faut qu'ils mettent la main à la pâte, il faut qu'ils se lancent. S'ils sont un peu timides, c'est sûr que ça va être difficile pour eux. C'est un autre travail, ça, tu le sais bien, c'est pas la même chose que de traduire. Mhm. On est dans le feu de l'action, il faut penser vite, il faut faire des choses vite, il faut être un peu brouillon. Si on est très méticuleux, ça risque de ne pas marcher. On ne peut pas être aussi bon à Effectivement. l'oral qu'à l'écrit, on n'a pas le temps. On n'a pas Ben, le temps. c'était justement, quand j'ai analysé mes données d'interprète, tu parles de brouillon, j'irais à dire il faut être capable de mettre des informations puis choisir celles qu'on nommait parce il y en a qui sont, c'est non négociable, il faut que ça soit là, puis il y en a Bien d'autres, sûr, il ben, faut gérer le un côté brouillon. adjectif. C'est ça, gérer le côté brouillon, comme c'est bien dit. Parce qu'il faut faire des Exactement. choix, il faut savoir quoi éliminer, quoi ne pas éliminer, comment l'éliminer. C'est-à-dire, on ne laisse pas une phrase en suspens simplement parce qu'on a perdu le fil. On doit la boucler quand même si on a des éléments qu'on a perdus. Il ne faut pas trop donner l'impression qu'on a Et il y avait un autre phénomène qui arrivait, c'est les ajouts. des C'est ce que ajouts. j'ai. Et quand justement, tu es pris dans une contrainte de temps puis que tu t'en vas ajouter de l'information, bien là, tu es mal barré, c'est plus difficile. C'est Et sûr. parce que je pense que c'était peut-être une méconnaissance, je ne sais pas, là. Et on a remarqué justement que quand l'information, parce que les interprètes enlèvent toujours un écouteur pour pouvoir surveiller leur production, puis l'autre oreille sert à écouter plus, se concentrer sur le locuteur ou le conférencier. Et là, on a essayé oreille gauche, oreille droite. Est-ce qu'on commence le texte par l'oreille gauche? En fait, il a fallu déterminer si on avait des droitiers, des gauchers et tout ça, là, quand on a fait notre… Ça ressemble à Andrew, là, ce que oui, tu ben, c'est racontes. Là. exactement ça. Et ce qu'on a établi, c'est qu'il y avait vraiment, quand l'information arrivait dans l'oreille droite, donc ça en va directement à la zone du langage, ben, c'est optimum, là. Parce qu'au Ouais. début, l'interprète, il fait du mot à mot. Parce que si, dans le meilleur des cas, il a déjà pris connaissance de ce dont le conférencier va parler. Puis dans la plupart des cas, j'imagine que vous ne savez pas trop ce qu'il va dire. De moins en Fait moins, parce que que ça de va moins en tellement moins. vite qu'on n'a plus le temps de prendre Exactement. connaissance. Donc, c'est vraiment par cette stratégie-là. Puis après ça, on change. On ne sait pas, je n'ai jamais su pourquoi exactement. Ils changent, ils s'en vont, quand ils sont fatigués, ils changent d'oreille. C'est-à-dire qu'ils écoutent par l'oreille droite, puis ils se surveillent par l'oreille gauche. Et moi, je pense que justement, on parlait de structure de texte. Parce que dans mes données, justement, on avait un texte argumentatif qui c'était quelque chose dans la Chambre des communes. Là. Et moi, je pense que c'est à partir du moment où ils ont détecté la structure du texte que aussi ça les incite à changer d'oreille. Mais on n'est jamais allé très loin là-dedans. Là. Ça a été une hypothèse qu'on a Mais tu émise sais, dans le texte. Sylvie, tout ça, d'une certaine manière, change parce que on n'est plus en cabine. Alors, C'est toute ça, cette exactement. réalité-là, une des choses pourquoi moi je faisais ça, effectivement, enlever l'écouteur d'un côté, c'était pour écouter mon collègue, entendre mon collègue, puis entendre aussi tout le milieu ambiant pour m'imprégner un peu de la conférence. Là, on est avec un Zoom, puis avec des écouteurs, puis j'ai pas de collègue. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle formule Zoom, elle me convient. Mais il y a un élément qui est quand même dommage, c'est que mon collègue n'est plus à côté de moi. On peut plus se dépanner l'un l'autre. On peut sur WhatsApp dire comment tu as dit ça, comment tu dirais ça, puis tout ça, mais c'est pas la même chose. En cabine, on se regarde, puis on se dit, puis l'autre dit, attends, puis là, il m'écrit puis là, il me montre ça, ou alors il monte sur son ordi, il tape dans Termium, puis il monte son ordi. Bien là, tout ce volet de complicité entre collègues, malheureusement, est disparu. Hmm. Ça, c'est le côté vraiment plus négatif. Et WhatsApp ne peut pas remplacer ça vraiment, là, parce qu'on ne se voit pas. On pourrait se mettre en mode WhatsApp visible avec caméra, mais Est-ce que ça on vaudrait peut la pas avoir un son peine? entrant comme ça. On ne peut pas avoir deux écouteurs, là, deux jeux d'écouteurs. Alors, il n'y a à peu près pas de collègues qui se mettent en visuel. On n'est qu'à l'écrit, et puis pas de son non plus, parce qu'il y aurait deux sons, là. Ça ne marcherait pas, là. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais pour le reste, Une ça marche bien. amélioration. Pour OK. moi, je trouve que ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, pour revenir encore à notre propos, la demande explose. Et là, il n'y a plus personne. On me disait à Glendon cette année, il y a 3 nouveaux candidats. À Ottawa, ils l'ont même mis sur pause pendant une session.
Et puis, alors, ça n'a pas de sens. On a besoin de dizaines de nouveaux interprètes, et puis il y en a 3 à Glendon, puis il y a une pause d'une session à Ottawa. Puis, alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais alors, mon petit cours, j'ai 3 des étudiants de la dernière fois, en plus, je donne une fois aux 2 ans, là. Mais il y a 3 étudiants de la dernière cohorte particulièrement doués, ça a été vraiment une belle cohorte, qui sont déjà sur le marché. Ils ne sont Ah pas allés oui, à mon London, ils ne Dieu. sont pas allés à Ottawa. Je leur ai donné plein d'auto-formation, je les ai invités, pas en cabine, mais chez moi pendant qu'on faisait un Zoom. Et ils ont été même engagés par une des agences avec qui je travaille souvent à Québec, Américain Interprétation. Ils sont même engagés à temps plein. Là, il faut qu'ils finissent leur maîtrise, par contre. Alors, je les talonne un peu parce que j'ai différents chapeaux. Oui, oui. Directeur de programme de maîtrise, je leur dis, hey, c'est joli tout ça, là, mais il faut finir ta maîtrise. Mais alors, bon, tant mieux, on a 3 nouveaux, là, ils sont bien et tout ça, mais et puis ils apprennent vite, ils sont très doués. Mais je ne sais pas ce qui va arriver à plus long terme, là. C'est Ça sûr va. qu'on a des besoins Là, énormes. effectivement. Et puis là, je vois que le temps passe. On est rendu à la moitié de l'entrevue. Puis je voulais aborder avec toi justement le recueil sur les rives de la traduction que vous avez fait ensemble, Jean et toi. Et puis, justement, les structures de texte, je regardais ça en fonction de la structure de texte. Mais j'aurais une question à te poser parce que tout à l'heure, on en parlait avant le début du balado. Est-ce que les traducteurs écrivent plus de nouvelles parce qu'ils sont très occupés par leur travail et c'est un compromis en temps? Parce que moi, je n'ai jamais écrit de nouvelles. Et toi, tu m'as répondu, j'étais surprise, mais je trouve ça intéressant. Ben, écoute, moi, j'ai écrit plus de nouvelles que de romans. J'ai écrit les deux, disons. Euh, et quand j'ai traduit de la littérature, j'ai traduit davantage des romans. Mais je ne suis pas tout à fait de ton avis. Je pense que OK. le recueil de nouvelles demande autant de temps, de travail, de finesse que la rédaction d'un roman, peut-être même parfois davantage, puisqu'un roman, une fois qu'on a un filon, bien, on le développe, on le travaille, puis on reste dans la même logique, tandis qu'un recueil de nouvelles de 10-15 nouvelles, ben, c'est 10-15 fois où il faut se remettre à partir de zéro dans une nouvelle structure avec des nouveaux personnages. L'idée qu'une nouvelle, elle est courte, donc elle est simple, c'est pas nécessairement vrai non plus. Cortázar disait qu'il y a des nouvelles de 500 pages et des romans de 10 pages. C'est plus dans la complexité de la trame, je dirais. Hein? C'est dans la chute plus rapide, dans la montée dramatique. C'est plus des éléments narratifs qui définissent pour moi la nouvelle par rapport au roman, plus que la longueur, disons. Mais OK. dans le recueil tu m'as gentiment dit que c'était de Jean et de moi, mais en fait, c'est le recueil que Jean a Que piloté, Jean, oui. dans lequel j'ai une nouvelle. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Et c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que moi, j'aime bien les recueils de nouvelles qui, même si, comme je viens de dire, chaque nouvelle est indépendante, j'aime bien les recueils où on voit une espèce de fil conducteur quand même entre les nouvelles. Puis une organisation. Au Québec, il y a eu, dans les années là, 90, là, les recueils de nouvelles souvent étaient organisés. Il y avait une espèce de structure, puis un début, puis il y avait comme un cœur. Les personnages, des fois, se retrouvaient, puis tout ça dans un autre texte. Alors ici, ce n'est pas le cas, évidemment, puisque ce sont tous des nouvellistes différents. Mais le Mhm. fil conducteur, ben, c'est la traduction. Oui, C'était le oui. projet de genre, et c'est ça que je trouve intéressant. À chaque nouvelle, ben, il y a un interprète, un traducteur, il y a une réflexion sur la traduction, ou il y a une anecdote autour de la traduction. Alors, c'est ça le fil conducteur. Ce qui fait, c'est pas un roman, mais ce qui fait qu'il y a quand même une structure qui se développe. Là. Moi, j'ai beaucoup apprécié lire mes collègues là-dedans. Certains dont j'ai déjà lu les textes. Là, François Lavallée a écrit des romans. Tu vois, d'ailleurs, c'est un traducteur très occupé. Oui, Il a écrit oui, des c'est romans plus ça. que des Oui, oui, nouvelles. en plus. Oui, effectivement. Alors, non, pour moi, la traduction, là, on tombe plutôt dans le littéraire, mais la Mhm. traduction littéraire par rapport à l'écriture, ce sont deux activités pour moi très semblables, là, de plaisir. Pour moi, la traduction littéraire, c'est aussi créatif que la rédaction d'un roman de mon propre cru ou d'une nouvelle. C'est même plus agréable. Parfois, on n'a pas besoin de se casser la tête à inventer une histoire, mais on a autant de plaisir à jouer avec les mots, à écrire. Puis, on peut trouver ce plaisir-là en traduisant du juridique, du technique aussi. Là. Le plaisir des mots, il est partout. Là. Bon, moi, j'aime mieux Exactement. écrire une nouvelle ou traduire un roman, peut-être, mais que de traduire du technique. Mais honnêtement, le plaisir d'écrire, il est vaste, hein, et il prend toutes sortes de facettes. Là. Ça peut être l'écriture
de création ou la traduction littéraire ou même la traduction de toutes sortes d'autres textes. Pour moi, le plaisir des mots, il est partout là-dedans, là, c'est sûr. Effectivement. Puis une chose aussi dont je t'ai parlé, puis encore là, je pense qu'on va débattre là-dessus, parce que en fait, la nouvelle s'apparente au texte narratif, au conte, dans le sens que on a une situation initiale, on a, comme dans Héloïse H, ou le juste retour des choses, on a notre héros Émile qui traîne sa peine durant la nouvelle, sa peine de cœur, on comprend. On a un événement perturbateur. Il déambule dans Montréal. Il y a plusieurs événements perturbateurs. Il écoute ce que les gens disent autour, puis il accroche sur des phrases, des péripéties, puis une situation finale. Et dans le conte, ce qu'on avait beaucoup, peut-être qu'on a moins aujourd'hui, c'est que le conte était très important dans notre culture parce que c'est une époque où les gens étaient analphabètes. C'était le mode pour transmettre des informations. Ça se terminait souvent par une morale. La morale de cette histoire, c'est ci et c'est ça. C'était une façon peut-être d'assurer une certaine cohésion sociale pour rejoindre les gens. Est-ce que la nouvelle, il y a peut-être moins cet aspect-là dans la situation finale, ou la conclusion, c'est plus… Pour moi, la nouvelle, oui, elle s'apparente au conte. D'ailleurs, il y a des langues où c'est le même mot. Là, en espagnol, on dit un cuento pour dire une nouvelle. Il n'y a pas de deux mots. En italien, on dit un racconto. Alors, le mot nouvelle, c'est assez particulier à la langue française, hein. Ah Même oui, en OK. anglais, il y a novella, mais ce n'est pas la même chose. Il y a short story. Alors, Ah oui. le Cortázar ne serait pas content parce que c'est simplement défini par sa taille, short. Oui. Mhm. Alors oui, pour moi, l'idée de la nouvelle, en tout cas, c'est la chute souvent. Mais dans ce sens-là, ça s'apparente au conte. C'est pas pour rien qu'en espagnol, on appelle ça un cuento. D'ailleurs, si on veut distinguer le conte de la nouvelle en espagnol, on peut pas. Il n'y a pas de mot. OK. Il n'y a pas de mot. OK. Il y a relato qui est un synonyme de cuento. Et d'ailleurs, l'Amérique latine et l'Espagne ne s'entendent pas tout à fait. Toute l'Amérique latine dit cuento pour nouvelle. OK. Et quand j'arrive en Espagne et je dis que j'écris des cuentos, on dit ah, vous écrivez pour les enfants. Je dis, non, il n'y a personne qui Ah, me dit ça quand j'arrive en Amérique latine, au Mexique ou en Argentine, puis je dis écrivez vos cuentos, ils ne me disent pas ah, vous écrivez pour les enfants. Mais en Espagne, on risque de dire ça. Donc, on est peut-être mieux de dire qu'on écrit des relatos. Mais tout ça pour dire que visiblement, ça crée un problème pour beaucoup de gens, ces mots-là, parce qu'ils ne savent pas trop comment les définir. Bon, ils disent short d'une façon facile et incomplète pour moi de définir. mhm. J'irais du côté, si on a à le faire, là, de la chute. Alors, effectivement, la chute, une nouvelle sans chute, là, ça nous laisse pas Ça mal tombe à sur notre faim. plat, hein? Ouais, Dans, c'est ça. dans, dans le livre de Jean, on le voit, là, les chutes sont percutantes souvent, c'est Oui, intéressant. oui. Et c'est ça souvent la nouvelle. Puis là, c'est près du compte, effectivement, à ce moment-là, de ce Mais côté-là. ça n'a pas l'aspect moralisateur parce que maintenant, on peut Ben lire, non. on a tous les moyens que les gens n'avaient pas, mais on a gardé quand même la trame, là, autrement dit. Souvent, les chutes sont ouvertes aussi, ce qui est nouveau, parce que le conte, la chute était plutôt fermée, parce que la morale, ben, Mhm. évidemment, elle se prêtait à une fermeture de la chute. Mais nous, dans la littérature plus moderne, de la nouvelle au Québec notamment, ben, la chute est souvent ouverte, hein, pour inviter le lecteur à embarquer dans l'histoire, à construire un peu l'histoire avec l'auteur. Les chutes ouvertes, c'est, bon, Roland Barthes et bien d'autres ont traité de ça, l'œuvre ouverte, Umberto Eco, là, par exemple. Alors, Est-ce que c'est pour annoncer d'autres nouvelles quand on parle, ou bien c'est plus ben, pour je pense que c'est plutôt pour interpeller inviter le lecteur dans l'histoire. à C'est vraiment pour ce… rendre le lecteur actif. OK. C'est le propre de cette littérature plus fin de siècle, début 21e siècle, que justement les structuralistes français ont exploré un peu, c'est-à-dire l'œuvre ouverte pour inviter le lecteur à participer à la construction de la trame narrative, finalement. OK. Comme Émile, quand il se retrouve à la fin dans le café, tout seul, puis là, il prend conscience qu'il fait la même chose que Élodie devait faire Ouais, ça reste quelques ouvert parce semaines qu'on ne sait pas ce auparavant. qu'il va faire avec ça, là. C'est sûr que ça Non, reste ouvert. exactement. Puis on ne sait pas non plus ce Ouais. qu'Élodie a fait. On suppose à peu près, là. Alors là, on peut mettre tout notre propre expérience. Si on a vécu un chagrin d'amour, on peut le transposer dans cette Absolument. histoire-là. OK, là, je comprends. Absolument, OK, ouais. OK.
Alors, et puis c'est ça, aussi, je parlais avec Yves Lantier, qui est administrateur avec moi du groupe sur les rives de la traduction. Et puis, on se disait, mais est-ce il peut y avoir une fin heureuse aux nouvelles? Puis toi, tu dis, parce que nous, on est tombés, peut-être on est tombés sur, mais il me semble que c'est un peu dramatique. Est-ce que les traducteurs sont-ils des gens pessimistes ou je sais pas? J'espère que non. Moi, je trouve qu'on a un J'espère métier que non. formidable. En tout cas, Zélie n'est pas pessimiste Non, je pense que Jean ne l'est pas non non plus. plus. Non, au contraire, c'est un métier emballant. Et Oui, puis, absolument, d'accord. je pense que les traducteurs sont peut-être des écrivains, lorsqu'ils le sont, plus sereins parce Ah, qu'il y a quelque chose d'exaltant dans le fait de traduire l'autre, hein, de s'approcher de l'autre, et puis tout ça, alors que le travail de l'écrivain est souvent un travail très solitaire. Le travail du traducteur, ben, qu'on travaille en collaboration ou pas, on travaille avec un autre. mhm. Alors, Oui. c'est un travail plus sociable, je sais pas, plus serein dans un sens. Alors que quand on se met à écrire, ben, j'ai l'impression que ça transparaît. C'est pas pour rien que toutes ces nouvelles-là dans le livre sont des nouvelles qui mettent en scène des traducteurs ou des interprètes. Les traducteurs, quand ils se mettent à écrire, ben, ils n'oublient pas qu'ils sont quand même traducteurs. Ils ont cette espèce d'humilité du traducteur Ah aussi. oui, absolument. Oui. Le traducteur, il est un peu dans l'ombre d'un autre, mais c'est pas grave, là, c'est correct. L'interprète aussi. Il ne s'agit pas de se mettre au devant de la scène là, quand on traduit ou on Mhm. interprète. On est dans l'ombre de quelqu'un d'autre et c'est très bien. On essaie de lui rendre hommage et lui permettre de s'exprimer le mieux possible, puis on y trouve notre compte. C'est l'aspect créatif de la traduction. Moi, quand j'interprète quelqu'un et je suis content de la façon dont je l'ai interprété, je sors de là, puis c'est stimulant. Bon, c'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours à notre meilleur, et puis on n'interprète pas toujours des gens hyper intéressants, mais moi, un des personnages qui m'a le plus intéressé sur le plan de l'interprétation, c'est quand Bill Clinton est venu à Québec. Alors, Ah, j'ai interprété Bill Clinton. Qu'on soit pour ou contre, là, le personnage, c'est pas ça. C'est que c'est un excellent orateur. Alors, pour moi, c'était un cours de rhétorique d'interpréter M. Clinton. ah, C'était au centre des congrès, il y avait une foule et tout ça. D'abord, c'est un défi personnel, c'est stimulant. Et puis, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir bien travaillé, mais c'est sûr que mon expérience m'aide, mais c'est surtout que mon orateur était excellent. mhm. Évidemment, on n'a rien su à l'avance, là, mais Clinton arrive, il ne commence pas à lire un texte. Là. Pour moi, c'est un parfait cours de rhétorique. Il commence, il salue, il met les situations en scène, il donne des exemples, il fait quelques blagues. Toujours difficile pour les interprètes, les blagues, mais ces blagues Oui. étaient accessibles. Et puis, après ça, il arrive dans le cœur de son propos, puis il fait une bonne chute. C'est un récit. Justement, c'est une nouvelle en 1 heure. Pour moi, c'est un masterclass du tonnerre. Et je n'ai pas voulu passer la parole. Je me suis tellement pénétré de l'histoire. C'est un peu du théâtre aussi, l'interprétation, quand on est dans quelque chose de qualité comme ça. Ben là, je disais, mon collègue me dit, ben fin, toi, il n'y a pas eu le temps de travailler. J'ai fait mon heure complète. Mais je dis, excuse-moi, mais on ne peut pas. C'est pas voulu respecter notre habitude là, de faire une demi-heure, parce que j'étais vraiment dans l'esprit de M. Clinton. Donc, pour moi, tout ça, c'est un plaisir. On est dans l'ombre de l'autre, mais c'est un jeu, c'est une collaboration, c'est stimulant. C'est pas un travail solitaire comme celui de l'écrivain. Alors, je pense pas qu'on soit pessimiste. Non, non. OK. Puis dans les essais, parce qu'il y a beaucoup de traducteurs aussi qui rédigent des essais, là, c'est le traducteur qui dévoile sa façon de penser, ses opinions? Oui, ben, C'est on se dévoile plus dans la fiction que dans l'essai quand même, je pense. OK, Hein. OK. J'ai Oui, écrit, on semble plus aimer effectivement la fiction. ouais, ben, j'ai écrit un livre sur la traduction littéraire, mon rapport à l'esthétique, l'attirance qu'on doit ressentir envers un ouvrage. Pour moi, ça, c'était important. Je ne sais pas si ça dit beaucoup de choses sur moi. Je pense qu'on parle plus de soi quand on écrit des ouvrages de fiction, des romans, des nouvelles. Mais c'est sûr que sur le plan de la réflexion théorique, ce Mhm, livre que j'ai écrit sur la traduction littéraire, ben, ça me dévoile quant à ma vision de la traduction littéraire. Les étudiants qui veulent mhm, travailler avec moi, ils n'ont qu'à lire ça, puis ils ne sont pas d'accord, ils sont tous mieux de ne pas travailler avec moi, là, parce que c'est mhm. vers ça que je vais les diriger. Là. Mais on peut être quand même ouvert d'esprit. J'ai dirigé des étudiants de doctorat qui n'avaient pas nécessairement mes opinions, là, mais on peut débattre, mais ça demeure des idées théoriques. Là. C'est pas,
pas particulièrement intime, je pense. Là, Non, c'est pas une question d'intimité, c'est pas ça que je voulais dire, c'est plus justement, au lieu de prendre, comme on fait en traduction, on est le canal par lequel on passe les réflexions de l'auteur du texte. Et puis des fois, ça peut amener aussi certains conflits, certains malaises, parce qu'on n'est peut-être pas toujours d'accord avec, mais on est obligé de faire avec, là. Mais là, dans l'essai, tu n'as pas cette contrainte-là, là, Bien sûr. de Mais prononcer. c'est la même chose avec la littérature. Hein. On voit parfois les traducteurs littéraires transformer des textes complètement. Puis là, moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, si vous avez tellement besoin de créer à partir de nouveau, ben, laissez ce pauvre auteur tranquille puis allez écrire vos livres. C'est un peu malheureux de voir des traducteurs littéraires transformer des textes. Hein. C'est Kundera, quand il a découvert que ses traductions en français étaient pleines de fioritures baroques, alors qu'il déteste ça, puis il n'aime pas les synonymes, il préfère dire 15 fois dans la même phrase, il dit, plutôt que il fit, il s'exprime mal, il lance ça, et je ne sais trop, ce que ces traducteurs français faisaient, parce qu'ils trouvaient ça un peu plat, là, comme littérature. Ben lui, qui est le traducteur pour dire que c'est un peu plat du Kundera, là, je veux dire, dès qu'il devient assez célèbre, malheureusement, c'est lié à la célébrité, et qu'il a, par chance, appris le français et qu'il a découvert ce qu'on faisait de son œuvre, ben là, évidemment, il a condamné ce travail-là. D'ailleurs, il s'est carrément mis à écrire en français par la suite, tellement il a été découragé. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais ben c'est ça. Travailler dans l'ombre, ça veut dire ne pas se mettre à la place de l'autre. Et puis, si on a quelque chose à dire, on le dira dans un essai ou dans un ouvrage de fiction, puis on ne se transformera pas en l'autre. On doit modestement, en toute humilité, essayer de le reproduire le plus possible. Puis c'est sûr que des fois, on interprète. À l'écrit, si on n'est pas d'accord avec un texte, on peut toujours dire, mais je ne le traduirai pas. Mais parfois, en interprétation, on découvre sur le coup que cette personne est un type d'extrême droite, misogyne, Par raciste, exemple. je ne sais trop. Et là, on est pris avec ça, là. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un dilemme éthique. Je parle beaucoup de ça avec mes étudiants, ça va arriver, là. J'ai un collègue qui, c'était pas très éthique, il s'est levé en cabine, puis il est parti un bonjour. Ben là, j'ai dit, écoute, c'est bien joli, là, mais moi, je vais devoir prendre ton micro puis finir le travail. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas très professionnel. Il avait été tellement vexé, tellement heurté par le propos. Ben, malheureusement, ça va arriver. Il y a la vulgarité aussi qui peut nous Exactement. Entre bousculer. autres, les interprètes de cours qui sont Ben oui. obligés de traduire le langage très vulgaire des criminels. Là, et puis, ce que j'avais entendu dire, ben là, c'est en cabine que ça se passait là, à l'époque, c'est qu'ils fermaient leur micro, puis là, ils se laissaient aller, là, Décompresser un peu, ben oui, c'est ça. décompressaient, puis ils repartaient, remettaient le micro, puis ils Ah continuaient. oui. Parce qu'il Voilà. fallait, ils ne pouvaient pas garder ça. Tu sais, par exemple, quand tu parles d'un meurtre crapuleux, là, puis ça Non, doit, mais ça, veut c'est sur pas, le là. plan des émotions aussi. La vulgarité, c'est autre chose, mais sur le plan des Oui, émotions, aussi. des fois, des témoignages extrêmement éprouvants, extrêmement forts. Puis, ben, j'avais des collègues en cabine qui éclataient en sanglots. Mais là, ça ne marche pas non plus, là. On ne peut C'est pas ça. éclater en sanglots en cabine, là. C'est ça. Alors là, c'est quand on est en Zoom, c'est sûr que c'est un peu plus froid en Zoom. C'est plus rare qu'on se laisse prendre par l'émotion, mais ça peut arriver. Mais là, le problème, c'est que le collègue n'est pas à côté. On peut vite faire un petit WhatsApp. Je suis en train de pleurer, peux-tu prendre le relais? Mais c'est plus facile si la personne nous voit complètement ébranlés, puis dit OK. Puis prend Effectivement. le micro, puis nous laisse nous remettre un peu de nos émotions. Mais ça, mais ça fait partie du plaisir du métier. C'est sûr que des fois, c'est dur, mais c'est l'imprévu du métier d'interprétation. Tu me ramènes ça. On avait supposément quitté l'interprétation, mais j'ai beaucoup de mal Oui, à y bien, revenir tout le temps. Hein. c'est parce que tout est relié. C'est ce que tu Oui, disais c'est vrai. tantôt. Puis là, on avance dans l'entrevue, plus je vois que chez toi, ben, j'imagine que c'est parce que moi, je n'ai pas fait le même parcours professionnel. C'est vraiment tout intimement C'est relié. sûr, Puis tout à j'imagine fait. que tout le monde qui a un parcours comme le tien aussi, là, ça doit être la Ces même choses-là chose. sont tout à fait reliées. Puis, quand il y en a trop de l'un, ben, c'est agréable de revenir à l'autre. Et puis, moi, j'ai toujours aimé enseigner, alors c'est sûr que c'est agréable, mais il y a un petit côté théâtral dans l'enseignement qui me rappelle parfois celui que je peux avoir en interprétation aussi. Alors, c'est sûr que toutes ces choses-là sont reliées. Hein? Donc, ces métiers-là sont profondément humains. Oui, ben c'est pour ça que Profondément j'ai toujours humains aimé ça. Ouais. dans le monde
très, très technologiques dans lesquelles on évolue. Mais l'interprétation par Zoom, aussi techno qu'elle soit, elle demeure tout aussi humaine que ce que j'ai fait depuis 35 ans comme interprète. Là, ça n'a pas changé. C'est juste plus techno. C'est sûr qu'il faut avoir une certaine facilité avec la technologie. Sinon, le niveau de stress de l'interprète, surtout pour un nouveau, un jeune, les jeunes sont souvent plus à l'aise avec la techno, mais pas toujours. On pense que tous les jeunes sont nés là-dedans comme Obélix dans la potion magique, là, mais c'est pas si vrai que ça. Il y en a qui sont très intimidés par l'aspect technologique. Et comme en plus, ben, ils sont nerveux, on est toujours nerveux les premières années d'interprétation, ben là, ça peut créer tout ça ensemble, là, puis il n'y a pas quelqu'un à côté pour nous épauler, pour prendre le relais. Moi, je me souviens, les premières années, c'est Dorothée Nacos qui m'avait lancé dans cette affaire-là d'interprétation. Dorothée m'avait dit allez, viens-t'en avec moi en cabine, tu vas voir, ça marche bien, c'est facile. Je n'avais pas de formation et tout ça. Alors, mais Dorothée, dès qu'elle voyait que je commençais à hésiter, que j'avais du mal, elle prenait le relais. Alors, c'est ça. L'aspect technologique n'enlève rien au côté humain. Au contraire, même parfois, rend les choses plus tendues, plus difficiles. Mais une fois qu'on est à l'aise avec ça, puis qu'on a un peu de métier, ben, c'est un outil très performant. Et ça, contrairement à la traduction qui évolue, la traduction écrite qui évolue tellement rapidement avec tous les l'intelligence artificielle. Ben, à l'oral, soit un jour, on va remplacer les interprètes, mais en attendant, non, je vois pas moi Zoom apporte un nouvel élément, mais ça ne change rien. Je veux dire, c'est juste un élément technique. Alors que, je ne sais pas, moi, DeepL et ChatGPT changent la profession de la traduction. Mais Zoom n'a pas changé la profession d'interprète, c'est juste un nouveau médium. Le travail reste le même. Moi, quand j'interprète comme ça, c'est à peu près la même chose que quand je suis en cabine, ce qui est exigé de moi. Mais bientôt, en traduction écrite, ça va être une autre histoire, là. Effectivement. Et puis, je pense que Jean voulait faire. Je t'écoute, là, Louis, puis on pourrait faire une table ronde là-dessus sur les rives de la traduction. Jean, vous vouliez faire une table ronde. Est-ce que vous voulu en parler un petit peu là, dans le groupe sur les rives de la traduction? Faire une table ronde? Vous voulez que je fasse avec Louis, est-ce qu'on peut mettre ça ensemble ce soir? Ben, il vient de parler de ChatGPT, là. Ben, c'est ça, c'est que j'ai pensé qu'on pourrait discuter à partir d'un texte que j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé de me rédiger une nouvelle dont le personnage principal est une traductrice de Montréal. Alors, ça s'est sorti évidemment dans quelques minutes et j'ai eu un texte qui fait à peu près 2 pages et demie. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est que l'histoire se tient. C'est même bien, je l'ai fait lire à ma femme. Elle dit, c'est une histoire intéressante. Mais, c'est un grand mais, c'est écrit par un robot et ça se voit. Il y a pas, ben là, je ne voudrais pas commencer la discussion, donner mon opinion sur le sujet, mais j'aimerais qu'on voit la distinction entre un texte fait par une machine et quel serait un texte avec la même histoire, mais fait par un humain. Ben, en fait, Louis a énoncé beaucoup d'éléments qui sont présents dans sa démarche. Oui. Puis justement, est-ce qu'on retrouve quel poids ça a, ces éléments-là, dans la qualité avec les mêmes? Ouais. Les émotions, le fait d'être dans un milieu avec de gens, en tout cas, oui, je pense que… Alors, c'est un immense sujet, hein. On ne va pas régler ça en quelques minutes, mais c'est sûr que l'émotion humaine qui n'est pas là dans le robot, dans la machine, ben, ce ne sera jamais là. Ça, il n'y a aucun doute. Mais moi, j'enseigne, par exemple, la traduction et les sciences humaines et je parle de ces différents outils-là. Puis je dis aux étudiants, par exemple, ben, vous avez un texte ici qui est tiré de tel journal dont on sait qu'il est plutôt de droite, par exemple. Traduisez-moi ça en disant à peu près la même chose, mais virez-moi ça à gauche. Ça, ChatGPT et puis DeepL n'est pas capable de faire ça. Non. Alors, au fond, ce qui est intéressant, puis ça prend un peu c'est des nuances, un verbe qu'on va changer, un adjectif qu'on va modifier. Et puis, alors, peut-être qu'un jour, on va pouvoir dire à ChatGPT ou à DeepL, traduisez-moi ça en changeant l'idéologie.
mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment marcher, là. Et puis, l'exemple de Jean est intéressant. Il faudrait voir, est-ce que cette traductrice de Montréal, est-ce que tu lui as donné d'autres caractéristiques? Quel genre de sentiment parce que la machine est forte, hein, c'est sûr qu'elle est capable d'en faire, là. Oui, Mais à un moment donné, elle va plafonner sur le plan des émotions humaines, oui, c'est sûr. oui. Je Il y a beaucoup de pense. choses qui manquent. Du point de vue syntaxique, du point de vue de l'ordre des phrases, tout se tient. Il n'y a pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe. De ce point de vue-là, c'est parfait. Mais c'est un texte qui reste froid. Ouais. Euh, il y a peu d'émotions. Il n'y a pas d'allusions culturelles. Alors ça, les allusions culturelles, un traducteur spontanément va les inclure. Tel mot, tel segment de phrase va évoquer quelque chose de culturel et il va peut-être vouloir l'intégrer dans son texte. Mais une machine, pas vraiment. Donc, ça serait intéressant de voir ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire un texte beaucoup plus lisible. Eh bien, il est lisible, mais je veux dire plus littéraire. C'est ça. C'est la qualité littéraire, d'après moi, qui fait défaut. Une chose qui semble apparaître récemment dans le chat GPT aussi, ce sont les erreurs. Pas les erreurs de grammaire. Jean a bien raison, il n'y a pas c'est sur ce Non, c'est plan-là, vrai. là. Et Oui. puis, si on ne sait pas comment dire telle ville géographique en français, la machine va le savoir. Alors, on ne va pas se fatiguer avec ça. Par Oui. contre, il y a des erreurs de contenu parfois. Ah oui, ChatGPT fait juste glaner oui, le web, là, puis il y a plein de choses, de n'importe quoi ici et là. Alors, il va peut-être glaner des erreurs. oui, Ces erreurs peuvent apparaître. oui, Là, c'est plus délicat. oui. Et il peut prendre aussi de l'information beaucoup ancienne. Il y a dans le devoir, ils ont fait des expériences avec un texte qui est conçu par GPT et ils ont demandé à une nutritionniste, par exemple, si je me souviens bien, ce qu'elle pensait des réponses d'abord du diagnostic et de ce qu'elle proposait. Et puis, une des remarques, c'était ça, c'est qu'elle dit, c'est pas faux, mais c'est tellement ancien qu'on n'utilise plus ça. Tu sais? Ouais. Donc, les gens qui voudraient se soigner ou se faire J'ai vu consulter, ça dans le devoir, oui, ouais, oui. c'est ça. Donc, il y a ça aussi. Tu sais, Ouais, l'information est trop ancienne. c'est vrai. Ouais, Et puis, ben, c'est ça, on ne sait pas. ouais. On Là, ne peut pas se fier. On peut on pas ne se peut fier. pas se fier. Là, il y a un spécialiste qui nous a dit, mais ça, c'était vrai il y a 15 ans, mais ça ne l'est plus maintenant. Ben, toi et moi, on ne le Ah sait oui. pas, là. Non, c'est ça. Alors, ouais, non, Oh, c'est vraiment oui, intéressant. Zélie, oui. Oui, bon, puisqu'on parle de sujets et des automatismes qu'on découvre aujourd'hui davantage, bon, j'aime bien prendre un discours un peu différent de ce qu'on est tenté de dire, c'est-à-dire que l'humain est meilleur, l'humain a des sentiments, etc. Je voudrais regarder plutôt c'est quand même incroyable ce que la machine peut faire, mais ce n'est pas si incroyable que ça parce que les linguistes, enfin, quand on a l'approche linguistique de la langue, on sait que on fonctionne beaucoup par. En fait, on dit un peu tout le temps la même chose, plus ou moins. Il n'y a pas tant que ça d'innovation dans ce qu'on dit dans le quotidien, par exemple. Si on enregistrait nos conversations à la maison pendant un an de temps, puis qu'on faisait l'analyse du lexique, etc., des temps de verbe, et, on verrait bien que la langue est faite beaucoup de modèles répétitifs. C'est vrai aussi, à un certain point, des textes informatifs sur les journalistes. Il y a des manières, ou bien les commentaires sportifs, il y a des manières de dire qui sont repérables à l'unité c'est-à-dire qui sont repérables par des signes de la langue. Et puis, les machines modernes, style l'intelligence artificielle, etc., mettent ça en application. Ça, c'est numéro un. Donc, ces innovations-là, je crois, montrent qu'il faut arrêter d'avoir la vision romantique de l'écrivain à la Victor Hugo. On n'est pas des gens enflammés en mesure de dire ou d'écrire des choses merveilleuses sorties
d'un Non, mais esprit, ok? On est plutôt même si on est superbe écrivain, on recopie des modèles, on recopie des trames. Les romans Harlequin, avant, il y a déjà longtemps, avaient des modèles, mais il y a des modèles plus sophistiqués que d'autres. Nos machines réussissent à retrouver ces modèles. Alors, ben, il faut comprendre qu'il faut être modeste par rapport à nos langues. Il faut être modeste, il faut savoir et aussi par rapport à, je dirais, à l'esprit humain écrivant. Parce que, je ne veux pas dire l'esprit humain tout court, parce que c'est un autre débat religieux, spirituel, ce qu'on voudra. Mais dès qu'il s'agit d'écriture, ben, au fond, on est des imitateurs de modèles et on croit qu'on invente. Ben, je crois que j'invente aujourd'hui en parlant maintenant, mais je pense que je suis en train de répéter ce que j'ai déjà dit d'une autre manière ou penser, et on dit tout le temps un peu la même chose. Donc, il faut arrêter de voir le langage humain comme quelque chose de divin, extraordinaire. Ça, c'est un petit peu une approche peut-être. Je vois le sourire de Louis. C'est un petit peu pessimiste, mais c'est réaliste, voilà. Et c'est pour ça que ça marche assez bien. Mais je suis pas en train de dire que ça marche super bien au point que on devrait arrêter d'écrire et avoir des romans par les machines. Ça serait horrible là, parce que là, du coup, il y a aucun changement par rapport à l'avenir. Parce qu'on peut espérer que on aura des écrivains qui écriront différemment de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et la machine s'inspire de l'existant. Voilà. La machine ne crée pas, elle ne crée pas, elle fait simplement, elle est capable d'aller chercher de l'information 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, partout dans le monde. C'est ça sa force. Mais c'est nous qui créons. C'est nous qui avons… Oui, ben je m'interroge sur le concept de créativité, parce que je dis que la création par le langage est beaucoup une répétition. Est-ce que je je suis peux d'accord avec toi. répondre? Oui. On est parti sur notre table ronde, ça c'est la partie 2 du balado de ce soir. Oui, c'est vrai. Peut-être que je ne devrais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas confondre langage quotidien et langage littéraire. Non, non. Et les auteurs, même littéraires, même les plus grands, c'est évident qu'ils ne réinventent pas la langue. Mais c'est le style. Tout est dans la manière de dire les choses. Les sentiments d'amour, de trahison, de divorce, tout ça, ça a été dit et redit et redit. Ben oui. Mais chaque écrivain, si c'est un véritable écrivain, a une façon de le dire qui lui est propre et qui fait la littéralité de son œuvre. C'est pas la même chose que de dire passe-moi le sel. On n'est pas là. On est dans ça. C'est dans ce sens-là que je dis que la machine ne pourra pas avoir un style aussi original, particulier qu'un écrivain. Mais peut-être qu'elle va me contredire, mais… Je suis assez d'accord avec vous, je dirais sans doute que non, mais je veux un peu sortir de la pensée classique qui consiste à réfuter ce que la machine fait. Ah non, mais je ne veux pas c'est classique. Je crois que nous vivons un tournant incroyable de l'humanité. Oui, c'est sûr. Et donc, il y a des choses qui… Et il faut être un petit peu… Je crois qu'il faut être perplexe et ouvert au risque de découvrir que l'humain est fait de matière, si on veut, au sens de langage, pas préfabriqué, mais le langage a… Le langage s'inscrit dans une répétition, dans une construction, même si c'est très sophistiqué. Je suis sûre que la machine peut imiter, je ne sais pas, les poètes surréalistes. Enfin, mais ça a déjà été fait. Hein? On va demander à ChatGPT de faire un poème à la façon de Baudelaire. Enfin, peut-être que la poésie surréaliste, c'est peut-être le plus facile à imiter.
le plus difficile, je sais pas ce que ça. Le plus difficile, ça pourrait être je sais pas, la réflexion métaphysique, peut-être. Peut-être. Et encore, une fois qu'on a mis dans la machine tous les textes Thomas d'Aquin et compagnie, tout, la machine peut triturer ça, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de pensée, je suis d'accord avec vous. Moi, je m'interroge et je trouve que il faut pas dire la machine n'est pas bonne parce qu'elle n'a pas d'émotion, etc. Il faut regarder qu'est-ce que c'est l'émotion pour nous, en fait, et l'expression de l'émotion. C'est ça, exactement, c'est ça. Là. Je pense qu'il faudrait débattre. Mais je pense que je vais arrêter ici ce soir parce que je voulais juste faire une annonce. Comme on n'est que 5, je trouvais qu'on peut parler. Oui, non, c'est parce que je dois avouer qu'à 7h15, j'ai un autre Zoom avec des traducteurs. Oui. Alors, Zélie, mais je t'invite tu fais partie de notre groupe. Est-ce que tu es dans le groupe Facebook sur les rives de la traduction? Oui, je l'ai vu. Oui, OK. Alors, je Oui. t'invite, quand on va lancer notre table ronde, là, j'espère que tu vas te joindre à nous. Et puis, je remercie beaucoup Louis d'avoir participé au balado. Et je vais le mettre, comme je disais, sur la page de Tradinter, je vais mettre l'enregistrement et sur la chaîne YouTube de Tradinter, si vous voulez le regarder ou partager le lien avec des collègues. Alors, je vous remercie tout le monde. Je dis merci à tout le monde, surtout à Louis, mais à tout le monde oui, aussi. Merci, Louis. Oui, mais ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. C'est sympa, Jean et Zélie, que vous soyez là. Oui. Toujours Alice qui est là aussi. Et puis, merci de mettre ça en ligne. Je vais aller regarder ça à nouveau. Et on pourrait discuter bien longtemps encore sur la question. Oui, c'est bien intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir.